Donc, nous allons continuer maintenant. Et donc, si je ne me trompe pas, dans notre programme, figurait justement la présentation, la participation de M. Georges Olivier Château-Renaud, qui allait présenter une conférence intitulée « Les fantastiques malentendus ». Comme vous pouvez le supposer, il n'est pas ici aujourd'hui, malheureusement, parce que juste hier soir, il m'a envoyé un message m'informant qu'il avait été pris d'une maladie. Non? Il a eu très très mal au ventre. En effet, il a été pris par une grippe intestinale qui l'a empêché de voyager, de nous rejoindre aujourd'hui. Quand même, il m'a fait parvenir le texte de sa communication, de ce qu'il voulait partager avec vous et avec nous. Donc voilà, et dans cette séance, c'est moi qui va lire le texte qu'il nous a proposé pour donc voilà ce qu'il a présenté, ce qu'il a entitré « Les fantastiques malentendus ». Mais donc juste avant de procéder à la lecture, je demande à M. Herrero qui va justement nous parler un tout petit peu sur la figure de M. Château-Renaud, et puis on passe à la lecture de cette communication. Si vous voulez, pour que tout le monde puisse un peu l'identifier, je vais chercher des images, ou au moins une seule image, de ce M. Château-Renaud qui est en effet une autorité, vraiment c'est une figure vraiment consolidée dans la littérature fantastique actuelle en France. Donc, je me déplace là-bas, tandis que, Juan, si tu veux, tu peux commencer, tandis que je montre une image. Tu te mets là à côté? Oui, ça va, je peux le faire. Donc, tu commences. Alors, je vais vous présenter d'une façon générale, puisque si je le faisais dans les détails, je prendrais peut-être plus d'une demi-heure. En général, disons l'œuvre, la personnalité de Georges Olivier Château-Renaud, qui est sans doute un des plus grands auteurs de littérature fantastique en France actuellement. Il est né en 1947 à Paris. Il a eu une enfance malheureuse. Ses parents étaient divorcés et il a vécu avec sa mère. Et après, il a cherché toute sa vie, s'est retrouvé une espèce de monde où s'est réfugié et trouver un peu l'essence d'une certaine tranquillité, paix et bonheur. Alors sa quête personnelle s'est transformée dans une quête littéraire et il est sans doute un des auteurs les plus poétiques et dans le domaine non seulement fantastique, mais aussi mythique et mythologique. Je parlais des mythes tout à l'heure. Lui, il a travaillé avec... Il a fait la fusion de certains mythes, surtout grecs, dans des histoires fantastiques. Bon. Et il a aussi exploré les domaines oniriques, la quête rêvée, un peu dans la ligne de Gaston Bachelard, l'espace heureux, l'espace qui vient me libérer disons, de la hostilité du monde ou de l'indifférence du monde, l'espace rêvé, l'espace de la tranquillité, de la paix, du bonheur, comme quête personnelle. Non? Bon, alors, il a fait aussi de temps en temps, non? On lui a posé des questions sur le fantastique, et il a aussi fait une espèce d'introduction à un livre de Marcel Schneider, dont parlait José Manuel Losada, qui a appelé les divinités du Extix. Le Extix, rappelez-vous le sonnet Anix de Mallarmé, le Extix est la laguna Estigia, les fleuves où Caron prend les âmes de mort pour les conduire dans l'au-delà. Bon, les Styx, il revient très souvent avec les Styx, la Stygia, la laguna, les fleuves des morts. Bon. Il s'est séparé de l'idée du fantastique défendue par Caillois, Roger Caillois, qui a, disons, travaillé un des grands maîtres des années 60-70 sur le fantastique, c'est Roger Caillois, qui a écrit aussi à Buenos Aires des images et autres. Non? Bon, et pour Caillois, le fantastique, c'est l'irruption dans la vie ordinaire
d'un élément surnaturel ou d'un élément qui vient produire un grand scandale, une rupture, hein, et que cela provoque la peur ou l'horreur. Bon. Château Renaud, d'abord, il a pris quelques idées de Caillois, mais à la fin, il s'est dit qu'il ne faut pas croire que le fantastique doit être uni obligatoirement à la peur. Pourquoi? Parce que le fantastique peut révéler, explorer des domaines de fascination, des domaines d'une grande, disons, quête de quelque chose qui vient remplir notre vie d'un certain message spécial, non? Par rupture, toujours par rupture, par transgression avec la vie réelle. Bon, alors, dans un entretien qu'il a eu à propos du goût de l'ombre avec un journaliste, le journaliste lui disait « Vos livres se situent toujours à la frontière de la réalité et du merveilleux. Vous considérez-vous comme un auteur de littérature fantastique ?» Et il répond « Oui, comme un auteur principalement tourné vers le fantastique. Certaines nouvelles sont complètement autobiographiques, mais elles sont secondaires dans mon travail. Je revendique le fantastique, mais suis en porte-faux par rapport à mes contemporains. Par fantastique, on pense souvent épouvante ou terreur. Or, la réalité est assez terrifiante comme ça. On n'a pas besoin d'en rajouter. Enfin, tout dépend de l'effet que l'on veut produire. À l'inverse des anglo-saxons, je ne cherche pas à provoquer une décharge d'adrénaline dans l'esprit du lecteur. Je tente de produire des effets plus subtils, de l'ordre du dépaysement ou de l'émerveillement, les crânes humains et les ciels de notre monde. C'est dont on s'émerveille et c'est dont on a peur se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, alors la quête de l'intériorité, hein, la quête de l'identité, non, l'énigme de l'identité, et la quête du rêve comme un certain idéal va être l'élément principal des œuvres d'Olivier Château-Renaud. Et il appartient à un mouvement qu'on appelle la nouvelle fiction. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La nouvelle fiction, c'est un mouvement de réaction contre les domaines du réalisme en littérature, un mouvement sur lequel a écrit Frédéric Tristan, un écrivain des années 90, par exemple, Fiction, ma liberté. Et Marc Petit aussi, éloge de la nouvelle fiction. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la nouvelle fiction? C'est à l'époque où le réalisme est porté au pinacle, la nouvelle fiction cherche à rendre compte de notre réel, celui des profondeurs poétiques de l'âme humaine. Hein? La vraie réalité se trouve à l'intérieur de nous-mêmes et non pas dans le monde extérieur qui n'est qu'apparence. Le monde extérieur n'est qu'une apparence, et comme dira José María Merino, dont on aura la présence dessus bientôt, et c'est la littérature qui nous aide à comprendre, à approfondir l'essence du monde, parce qu'elle nous le fait comprendre dans une histoire et qui nous illumine, alors que l'observation réaliste ne reste que dans la surface des choses, et nous sommes toujours trompés par les mondes qui nous entourent. Hein? Donc, c'est notre conscience, c'est notre identité, c'est notre âme qui donne un sens à la réalité. La réalité par elle-même n'a pas de sens. Hein? Bon, et c'est ça que la quête d'Olivier Château-Renaud s'est fait dans la littérature. Et il a plus de 9 romans, et c'est un grand nouvelliste, nouvelle, hein? En espagnol, novela corta, ou relato breve. Hein? Bon, il a plus de 100 nouvelles très importantes, des recueils de nouvelles, hein? et 9 ou 10 romans.
Par exemple, Mathieu Chen, c'est un roman... Non, il a eu les prix Renaudot, et c'est le secrétaire actuellement du prix Renaudot. Il a eu le prix Renaudot par un roman qui a ouvert cette voie vers le fantastique intérieur, qui s'appelle la faculté des songes. La faculté des songes, c'est comme si cette faculté, c'était la faculté. Ce sont trois jeunes qui sont un peu, disons, perdus dans le monde, qui sont un peu bohèmes, un peu, qui vont se réunir dans un vieux bâtiment et pour traiter d'unifier leur quête et de rendre un sens à leur vie à partir de ce qu'ils rêvent, de ce qu'ils pensent. Et alors ils se réunissent dans une vieille bâtisse qu'on va l'appeler la faculté des songes. Non, et non pas la faculté dans le sens de l'esprit, non, un lieu qui est la faculté des songes. Et il a eu un prix par ses livres, et il a été connu à cause... C'est dans les 1982, la faculté des songes. Bon, Mathieu Chen, il avait écrit avant. Mathieu Chen, c'est l'histoire d'un écrivain qui est à la quête de la célébrité, des honneurs, tout. Et il se rend compte à un moment donné que cela n'a pas de sens, que cela n'a... disons, il trouve que les valeurs qu'il a cultivées, ce sont des fausses valeurs, et il va s'écarter du monde, il va aller vivre dans un tout petit village de la côte allemande, et il va se donner à faire des travaux manuels, et les pasteurs de l'église de ce village-là, qui va être son ami et qui va essayer de comprendre la quête de cet homme-là qui au lieu d'être un grand écrivain à la quête de la célébrité mondiale, s'est mis à l'écart de tout et il va raconter la vie de Mathieu Chen. Mathieu Chen parle pasteur et donner aussi certaines interprétations à cette quête. Bon, et après, il a écrit la faculté des songes, qui est ce livre dont je vous ai parlé. Bon, il a aussi un petit livre, un roman, qui s'appelle Les Congrès de Fantomologie. Congrès de Fantomologie. Et les Congrès de Fantomologie, c'est Odilon Frel, un petit garçon, un brave type, professeur de lettres, et qui ne connaissait que les nuits blanches et les idées noires. Alors il reçoit l'invitation pour aller dans un congrès de fantomologie et il reste tout surpris, et qu'est-ce que ça va être, et il y va, non? Et surpris, et il se met en route vers la pénombrie. Non, pénombrie, le nom c'est déjà, disons, un petit... C'est un pays sinistre où soumis à un régime totalitaire. Il va être accusé d'espion et il va s'évader, mais il va être, disons, repris et il va devenir cobaye dans une expérience de fantomologie qui doit changer la face de l'humanité. Donc, on va les mettre au service d'une expérience disons, des inventeurs, des changements de l'intérieur du corps humain. Et voilà, c'est ces romans. Non, il avait avant Les démons de la crécelle, El diablo de la Carraca. Les démons de la crécelle vient d'une histoire du Moyen-Âge dans laquelle, selon un manuscrit, l'esprit d'un ange avait été un fœtus ailé, recueilli et scellé dans une ampoule de verre. Et il y a un écrivain qui s'appelle Agrippa de Koskas, qui, de l'époque des guerres de religion, qui avait fait comme une espèce de témoignage de l'existence de cette ampoule de verre. Non? Et 4 siècles plus tard, Charles-Honoré Milhaud, chef du contentieux de la Providence, retrouve ces textes chez un bouquiniste et se transforme aussitôt en chasseur du surnaturel. Mais il va avoir un concurrent terrifiant, Isaac Aron, un démon qui, depuis 1945, s'ennuie et il va, avec une crécelle, il va s'approprier de l'esprit des gens qui l'entourent.
et il va faire des, disons, des aventures de transformation de la conscience ou de l'esprit à travers le monde. Depuis 1973 jusqu'à la guerre mondiale, jusqu'à l'actualité, il y a le mystère et l'humour dans tout cela. Bon, et l'autre rive, c'est un grand roman sur le mythe de la Stygia, les Stys. Alors, c'est un pays qu'on appelle Courcheville. Courcheville, c'est la ville dans laquelle les gens vivent enfermés sur eux-mêmes, sur les histoires des trois familles qui dominent le milieu de la ville, et tout est réglé selon des lois sociales déjà traditionnelles. Et là, se trouve à côté d'une rivière où viennent de temps en temps des morts, qui vont être empaillés, qui vont être embaumés pour les envoyer avec le vol de Caron dans l'au-delà, de l'autre rive, la rive de l'autre côté de la mort. Alors, Écorche, que non Forche. Écorcheville, c'est une métaphore, ou plutôt une allégorie, de la ville humaine où tout est réglé, mais à côté de la mort. L'autre rive, c'est la rive de la mort. Et alors, il y a un personnage qui s'appelle, Benoît, Benoît qui n'a pas connu son père, qui est pris en charge, parce que sa mère s'est évadée, est une comédienne, elle est prise en charge par une espèce de sorcière qui embaume le mort, et lui, il va être obsédé par se trouver sa propre identité, et il ne sait pas si de l'autre rive, il va retrouver le bonheur, il va retrouver son père, il va retrouver son identité, parce qu'il n'y a jamais la possibilité pour les vivants dans Courcheville de traverser la rivière, parce que de l'autre côté, c'est les Rebes, et c'est l'Averno, et c'est le rio de los infiernos, del misterio. Bon, alors ici, il y a tout un élément mythique. Et je parle finalement, les corps de l'autre, je termine là. Les corps de l'autre, c'est un beau roman sur le thème du double, et aussi mythique. Je l'ai lu, je le connais bien ce roman. Et c'est un roman dans lequel Bertume, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être José Manuel Losada. Bertume, qui est Bertume? Bertume, c'est un dieu étrusien, qui est le dieu des jardins, le dieu des arbres, qui est amoureux de Pomone. Pomone, c'est et il va se transformer pour séduire Pomone. Il se transforme en vieille femme, il raconte les histoires de Bertume qui est amoureuse de Pomone, mais habillée en femme. Bon, alors, les mythes de Bertume, c'est celui qui se transforme pour obtenir certains buts, certains objectifs. Non? Bon, et il est devenu à Rome le dieu des jardins, et Pomone, la déesse qui a été séduite et qui va devenir sa femme. Non? Bon, alors, Bertume, dans Les corps de l'autre, est un critique littéraire, déjà âgé de 65 ans plus ou moins, qui, le jour de Noël, il va prendre le métro et il se trouve devant un jeune homme qui a un couteau à la main, lui dit « Donne-moi ton argent ou je te tue tout de suite ». Bon, et il regarde les yeux du jeune homme avec une grande peur et il va mourir, non? Et Bertume meurt, mais par une transgression des lois de la nature, la force de ses yeux sur les yeux du jeune homme fait que l'âme de Bertume rentre dans le corps de Donovan, le jeune homme, l'assassin. Et son corps, le corps de Bertume, reste par terre et il va être enterré comme quelqu'un connu par son milieu, non? Leur milieu, son milieu. Et lui, il va se trouver dans un corps nouveau, mais le corps d'un assassin
d'un criminel. Donc, il va être conditionné, de 22 ans, il va être conditionné par la jeunesse de ce Donovan, qui est un malfaiteur, et sur lequel il ne sait rien. Il n'a, parce qu'il se trouve dans son corps. Et il a les portables, les téléphones portables et une photo d'une femme. Bon, à travers cela, il va appeler à cette jeune fille, une femme, parce qu'il va être poursuivi par la police, parce que la police croit que Donovan, c'est-à-dire l'assassin, a tué ces messieurs et il va être persécuté. Non? Bon, alors il va contacter par téléphone avec cette jeune fille. Cette jeune fille l'accueille chez lui, chez elle, comme si c'était son fiancé, mais bien son frère et son père est en train de mourir, et il se voit dans un monde inconnu pour lui, mais comme il croit qu'il va être attrapé bientôt, il va s'échapper, s'évader, avec la personnalité de l'autre, non? du malfaiteur. Bon, alors, il va essayer de se transformer parce qu'il arrive à côté de la mer à travers sa fuite et il trouve une vieille professeure de lycée qui est en crise de dépression, une femme de grec et de latin qui habite dans une villa à côté de la mer et elle fait comme une espèce de Circé dans le mythe d'Ulysse qui va l'accueillir. Et là, il va retrouver la tranquillité. Et il va devenir, moi qui étais critique littéraire, je veux être écrivain. Je vais écrire mon histoire de transformation. Ma propre histoire, le corps de l'autre. Mais cette femme est tout à fait folle. Et au bout de quelques temps, il décide de la quitter parce qu'elle ne fait que boire. Elle est éthylique, alcoolique, érotomane, et tout ça. Et donc, il n'arrive pas à se concentrer pour écrire son histoire. Et il décide de la quitter et il s'en va dans le monde travailler par là, dans un cirque. Il travaille dans un cirque, il se gagne la vie, il veut, disons, se transformer et vivre en paix. Et il va être classé par un camion juste le jour où il a déjà dans sa tête le livre qu'il veut écrire et il va faire un entretien avec un écrivain fantastiqueur qui est un peu le double de Château Renaud. Et il vient lui... Pour aller plus loin, même, non? Parce que c'est la fiction qui se répète. Voilà. Et il vient lui exposer une idée. J'ai une idée, je viens vous voir parce que vous êtes un grand fantastiqueur, un grand écrivain. J'ai une idée d'écrire quelque chose sur un homme qui va devenir, par une transformation inexplicable, va vivre dans les corps d'un autre, et il doit s'échapper, il doit se retrouver son identité, sa quête et tout. Et l'écrivain lui dit, mais c'est une très belle matière pour écrire quelque chose, très belle matière. Et comment vous allez faire? Il dit, j'ai quelques idées, j'ai des plans, je fais quelques esquisses, mais je ne vais pas commencer. Et il lui dit, mais attention, cette histoire que je vous propose, c'est vrai, je l'ai vécue moi-même. Et l'écrivain dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous vous moquez de moi ou quoi? Il le jette de chez lui. Et il y a un camion qui passe à côté, il l'écrase. Il va être 3 ans dans un hôpital, et pris par une espèce de fou, et il va se libérer de tout cela. Et qu'est-ce qui va devenir après? La famille de son frère et la jeune fille qui était sa fiancée vont venir l'aider, et il va devenir Donovan. Au lieu de devenir un écrivain, il va devenir... Jean, il a fait une espèce de transformation de lui-même, il s'est libéré, au lieu de se transformer en ce qu'il voulait être selon l'identité de Vertume, il va accepter l'identité de Donovan et il va vivre très, très sommairement. Il va avoir une enfant avec cette jeune fille
et il ne veut rien savoir de la littérature. Mais ça se termine comme ça. Et un jour qu'il regarde la télé, il voit Brumaire. Brumaire, c'est l'auteur, l'écrivain fantastique, qui est dans une table ronde en train de présenter un livre fantastique. Et ce livre s'appelle Le corps de l'autre. Le corps de l'autre, qui a été écrit par Brumaire, qui a pris comme histoire fantastique l'histoire de Don Avenbertum, et il l'a lancé à la vente. Hein, et il va devenir, disons, une célébrité. Et lui dit, peut-être que je vais lire ce livre pour voir ce qu'il a fait, cet homme. Et après, il réfléchit. Bon, qu'est-ce qu'il va me dire à moi de tout ça? Je préfère jouer avec mes petits chiens dans la banlieue et avec mes enfants. Et ça termine comme ça. Bon, je ne vous parle plus. Bon, en effet, je crois qu'on devrait, je reviens sur ma place, je crois qu'on devrait même applaudir M. Herrero pour cette présentation qui n'a pas été la sienne, mais ça a été tellement enrichissante, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi dire maintenant. Hein?